Chers amis, bonjour à tous. Voilà une bonne limonade comme on en fait beaucoup à Prague. Je suis avec Jean-Frédéric Martin. Bonjour Jean-Frédéric, ça va? Oui, bonjour, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Et je suis très heureux de t'avoir rencontré hier, peut-être que… Ben voilà, donc on est là pour en parler. Voilà. Puisque parmi nos auditeurs, pas mal suivent l'actualité des Français à l'étranger. Et voilà, j'ai passé quelques semaines en France un petit peu au calme. Maintenant, c'est le moment de reprendre les bonnes habitudes. Et j'ai la chance de pouvoir passer à Prague en business trip ces quelques jours. Et évidemment, partout dans le monde, quand je suis de passage, je fais le maximum pour rencontrer les patriotes, en tout cas tout compatriote qui a envie de s'engager pour la bonne cause, pour la France, pour la patrie. Et hier, j'ai rencontré ici même, dans ce même bar. Ici, c'est vraiment beau Prague. Et en plus, il fait super beau là en ce moment. Donc hier, j'ai rencontré Jean-Frédéric qui est le responsable de reconquête dans toute la République tchèque. Voilà. C'est ça. Mais, enchanté, ravi de te connaître. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça pourrait aller un petit peu mieux, mais voilà, ça va. Tu es au courant que j'ai des béquilles. Voilà. Je me suis pris un mauvais coup, mais sinon tout va bien. Tout va bien. Et donc, bon, alors on se rencontre ici. Est-ce que comment est-ce qu'on peut te présenter? Tu es là depuis combien de temps? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout. Voilà, donc je suis depuis 5 ans sur Prague, à Zbraslav, et puis ici dans le centre de Prague. Donc je suis marié, j'ai 55 ans, 3 enfants. Marié avec une Française ou une Tchèque? Une Française qui est tchèque. Ouais, mais j'expliquerai pourquoi peut-être une autre fois. Une Française née en France. Elle est devenue tchèque, voilà, c'est ça. Non, elle est née en Tunisie. Ses parents étaient coopérants. Ok. Coopérants, ils étaient enseignants. Voilà, donc je travaille dans l'IT, je suis entrepreneur, profession libérale. J'ai eu une start-up pendant quelques années, je fais également des investissements et je suis en train de travailler sur un projet de robotique extérieur, voilà, avec l'IA, mais pour l'instant c'est en mode R&D, donc c'est pas encore mûr pour créer une start-up. Voilà, c'est ce qui m'occupe actuellement. Donc tu as dit consultant, indépendant, donc tu as différentes missions selon les clients, et tu as dit aussi que tu es investisseur. Donc tu fais quoi? Tu as des portfolios d'actions, de crypto, de forex, de quoi? Non, que des actions dans la tech en France, aux US. D'accord, bon, donc super dans la tech quoi, voilà. À fond de la tech. Exactement. Ok, super. Alors ici depuis 5 ans, pourquoi ici? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Alors, j'étais dans un processus d'expansion de mon activité, une start-up dans le domaine de la radio communication sécurisée à très longue distance. En France, le business déroulait bien. Je partais à Taïwan pour faire une extension du business en Asie et il y a eu un hiatus, c'était au moment du Covid, il y a eu un problème de santé du fondateur de la société mère qui a fermé la société fille en France, et donc j'étais à Taïwan sans projet, puisque mon projet d'exportation de cette technologie indienne s'était arrêté. Donc j'ai travaillé dans différentes startups, différentes entreprises à Taïwan, et au bout d'1 an, le Covid arrive à Taïwan, il faisait le confinement, on n'avait pas envie de vivre ça. Donc on est venu à Prague où mon épouse a une partie de sa famille. Et comme elle voulait changer de métier à ce moment-là, elle en a profité du déménagement pour trouver un job localement ici à Prague. Et moi aussi, j'ai travaillé pour Microsoft à cette période pendant 2 ans. Ok, alors comment est la vie ici et comment vont les Français, la communauté française? Dis-nous comment tu vis à Prague en tant que Français, encore mieux en tant que patriote français. Alors, tu as pu te rendre compte que la vie est très agréable ici. Oui. Le lieu Prague est assez historique, très détendu. Ça me rappelle Budapest où j'étais le mois dernier. Voilà, ces 2 sites. Voilà, c'est l'Europe centrale où les gens sont bien, la vie est belle, la qualité de vie. Oui, exactement. Et les Français sont un petit peu privilégiés dans le sens où d'abord on a un lycée français,
Mais je dirais surtout par leur position hiérarchique, les Français qu'on trouve ici sont souvent des cadres expatriés. Donc je dirais tout le monde a une vie assez, voire très confortable ici. On n'est pas dans un pays où il y a des Français. C'est pas un pays à problème. Voilà, on n'est pas en... Il n'y a pas des cas sociaux. Il n'y a pas de Français qui sont relativement pauvres en fait. Ouais. Non. D'accord. Bah, comme les Français à Hong Kong, les Français à New York, un petit peu. Voilà, exactement. On est un peu probablement dans un cas, comme je dirais, la typologie des Français ici à Prague, c'est un quartier très riche d'une ville. Ça peut être Paris 16e, ça peut être Lyon 6e, mais quand même avec un petit peu plus d'ouverture à l'étranger. Cela dit, l'ouverture à l'étranger que j'ai vue avec les Français de Taïwan était bien plus importante. Ici, ce sont des gens qui sont très proches de la France. Ils n'ont pas l'ouverture d'esprit à l'international. Ils se disent tout le temps, tu vois, le week-end, ils peuvent rentrer à Paris et revenir le lundi, quoi. C'est pas cher. Donc à la fois il y a de l'ouverture d'esprit, mais on n'est pas encore on n'est pas au grand large là. On est encore vraiment dans le pré-européen. Ils sont pas en Asie, en Amérique latine ou non, il n'y a pas de dépaysement, il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas trop de confrontation, il y en a très peu qui parlent tchèque. Moi-même, j'apprends, mais c'est vrai, vous voyez, au bout de 5 ans, j'ai parlé anglais pour le boulot, français, et c'est vrai que je n'ai pas eu besoin de parler tchèque. Donc là, j'apprends le tchèque et je pense que c'est important. Après, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de Français qui vivent ici parce que psychologiquement, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est vivre un peu comme la France d'autrefois. Moi, je me rappelle à Budapest, j'ai rencontré des Français qui m'ont dit moi, je vis ici parce que c'est un peu la France il y a 40 ans. Donc, eux, dans leur tête, ce qu'ils aimeraient, c'est rester en France. Donc pour eux, l'Europe centrale, c'est un peu, c'est pas que c'est la France, mais voilà. Donc ils font ce qu'ils peuvent pour avoir des bonnes relations, mais ils ne sont pas dans l'esprit de devenir tchèque ou hongrois et d'apprendre la langue, etc. Parce que eux, c'est un petit peu des exilés, mais ils sont un peu ici comme s'ils étaient en France, sans avoir les problèmes, les racailles, l'insécurité, la saleté, etc. Est-ce que tu penses un petit peu comme ça? Oui, c'est sûr. Moi personnellement c'est le cas. On avait largement la possibilité de rentrer en France, mais j'ai un appartement de là où on est parti quand on est allé à Taïwan. J'ai pas voulu le réintégrer. On était bien ici. Pour mon fils, je trouve ça tellement plus agréable de me dire qu'il n'y a aucun souci, qu'il va à l'école, il prend le tram, il va à ses clubs de sport tout seul. J'ai pas du tout de crainte et il y a très peu de criminalité ou de délinquance envers les jeunes, pas du tout comme en France. Et effectivement, je connais des Français qui subissent un peu comme une punition le fait de devoir revenir en France. Et pour cette raison-là, malgré que ce soit des gens qui sont quand même plutôt macronistes, qui travaillent pour l'Europe, donc ils ont des salaires qui explosent, tout ce que tu peux imaginer. Il faut savoir que, alors c'est comme ça dans tous les pays, hein, tous les expats le savent, mais grosso modo, tu travailles pour l'ambassade, par rapport au moment où tu travailles pour un ministère, tu fais x3 sur ton salaire. Déjà qu'en France, tu gagnes 5 000, ça veut dire qu'ici, tu gagnes 15 000. Les gens que je connais qui travaillent pour l'Europe, c'est la même chose. Ils ont un salaire de folie à Bruxelles. Ils viennent ici, ils font x2 ou x3 encore, alors que déjà à Bruxelles, ils avaient des salaires de folie. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a un gaspillage. Je constate un gaspillage d'argent public, c'est absolument choquant. Et en fait, j'ai fait ma coopération en Allemagne déjà. Je n'ai pas voulu faire de service militaire, donc j'étais coopérant en Allemagne. Et j'étais déjà choqué des salaires qu'il y avait quand j'avais fini mes études. Bah t'attends, un service militaire coopérant, mais tu es jeune toi, non? Tu as quel âge? Non, j'ai 55 ans. Ah ouais, on dirait pas, ok, très bien. Ouais. Et j'étais parmi les dernières années. Hein. Mais déjà, il faut s'imaginer que le responsable pour la science et la technologie, enfin le responsable scientifique de l'ambassade, j'étais en Allemagne en ce temps-là, si je fais une équivalence, il devait être à 50 000 € par mois, quoi. Et j'étais super choqué. Et le second de l'ambassade, il était à 35 000, sauf que c'était un gars qui n'avait aucun bagage académique. Il avait été pistonné par des gens du ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc bon, c'est courant. C'est courant et c'est malheureux. Et moi, je suis vraiment pour la méritocratie. Est-ce que tu t'engages pour cette méritocratie? Est-ce que ton engagement politique à Reconquête et peut-être dans des élections prochainement, ça peut être un moyen pour toi de parler de ça, de militer en ce sens pour que le système soit un peu plus, on va dire, fair. Si oui, il faut qu'il soit honnête. Et je pense que la méritocratie, c'est quelque chose que, en France, beaucoup de personnes le comprennent comme étant tu peux travailler autant
pendant tes études et par exemple entrer dans une grande école et après tu as ta carrière. Et les Français s'imaginent que la méritocratie ça s'arrête là, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que en fait le problème c'est qu'en France, et franchement je lisais ça dans Le Monde quand j'avais 10 ans, parce que je lisais déjà Le Monde quand j'avais 10 ans, j'ai toujours bien aimé la politique. Déjà, on disait, les journalistes écrivaient, le problème de la France, quand on fait des mauvaises décisions en termes d'administration, parce qu'on a le réseau X-Min contre le réseau de l'ENARC, contre le réseau de Sciences Po, X truc machin, enfin, grosso modo, et sans parler des francs-maçons bien sûr, sans parler de tous les réseaux un peu masqués pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises raisons. Voilà. Donc, toute cette France des réseaux qui n'est pas la méritocratie, elle empêche la France de croître. Et quand on est dans un pays comme la Tchéquie, ça n'existe pas du tout. En Allemagne, il y a un peu ça, avec les gens qui font des études de juristes. Ils sont un peu un club entre eux. À Taïwan, j'ai vu ça, mais incroyablement moins. Et en Tchéquie, j'ai pas du tout vu ça. Ça n'existe pas. Ce sont des pragmatiques, les Tchèques. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'école qui va t'assurer ta carrière. Et du coup, il n'y a pas cette pseudo-fraternité qui fait qu'ils vont céder et au final, ils promeuvent des gens qui ne sont pas compétents, quoi. Donc, c'est intéressant, je n'avais pas pensé à ça, je ne voyais pas ça comme ça en Tchéquie. D'accord, ouais. En tout cas, après maintenant le système français est fait tel que une des façons d'agir, c'est d'en parler comme ça, mais après c'est aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire des réseaux entre plutôt patriotes, de Français qui sont dans le monde ou quoi, où on peut finalement, parce qu'on n'a pas tellement le choix, parce que les gauchistes le font finalement. Je ne parle pas de réseau dans le sens amitié, cohérence de vue. Moi, ce dont je parle, ouais, c'est un petit peu lié, mais non. Les francs-maçons, c'est un peu ça aussi. En réalité, non, pas tant que ça. Non. En réalité, par exemple, je connais le cas de quelqu'un qui a fait l'école des mines. Il voulait être cadre A dans l'administration. Quelqu'un l'a appelé de l'école des mines avant les examens et lui a dit ça sera sur tel chapitre et tel chapitre. C'est tout. Lui, il connaît les chapitres parce qu'il a fait l'école de mines. Tous les autres qui ont fait d'autres écoles que l'école de mines, c'est pas normal. Déjà, ils n'ont pas eu de coup de fil et ensuite, ils ne savent pas sur quel chapitre ça va tomber. Donc, ils doivent réviser tout le programme. Ouais, mais ça, du coup, c'est même pas légal. Mais c'est ce qu'ils font, les réseaux. Les réseaux font ça. Les X, les mines, les Gazars, ils font des choses pas légales. Ils se promeuvent les uns, ils bloquent. Moi, peut-être pas tous. Non, pas tous. Pas officiellement. Mon premier entretien que j'ai fait, c'était pour aller dans un risque qui s'appelait l'Abinal, qui est devenu l'aérospatial, qui est devenu Airbus. Premier entretien, je rencontre le directeur technique. Je ne comprends pas, il ne me propose pas de m'asseoir. Je rentre dans son bureau, il ne me propose pas de m'asseoir, j'étais debout, j'attends. Et il me dit bon, on m'a obligé de vous recevoir. J'étais encore debout. Et il me dit parce qu'il y a un très bon candidat qui vient de la même école que moi. Et après, l'entretien s'est déroulé en 2 minutes, quoi. Je peux dire que c'était plié, quoi. Après, j'ai vu la RH. Et la RH m'a dit oui, écoutez, je suis content de vous recevoir, vous avez un intéressant profil. J'ai dit ouais, d'accord, attendez. Vous savez ce qu'il m'a dit, le directeur technique, mon futur chef potentiel? Il m'a dit ça. Elle était estomaquée, mais c'est comme ça que font les Gazars. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bien sûr, j'ai pas été pris. Il a pris le copain qu'il voulait prendre. Donc, les réseaux, c'est ça. C'est X-Min, c'est X, c'est machin, c'est énarque. Après, si on veut être un peu pervers dans la défense de ce système, il y en a qui vont te dire que c'est la France, c'est la tradition. Mais bon, c'est pas une bonne raison. Non, je pense que la tradition, c'est la compétence. La tradition, c'est la compétence et la méritocratie. Ça s'est arrêté dans les années 70. Ça s'est arrêté dans les années 70-80. Aujourd'hui, on regarde la direction de toutes les entreprises du CAC 40, elles viennent de 3 ou 4 écoles. Il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas d'étrangers. Alors qu'en Allemagne, il y a des étrangers qui dirigent les grandes entreprises. En Tchéquie, c'est souvent l'entrepreneur qui dirige l'entreprise. À Taïwan, c'est l'entrepreneur. Aux États-Unis, ils ont le dirigeant de Nvidia, c'est un Taïwanais. C'est très ouvert. Mais nous, en France, on est un peu fermé et du coup, c'est tant pis pour nous. On nomme des gens qui sont moins compétents, qui font des mauvaises décisions.
Mais au moins, c'est les copains. Et c'est on la est même moins école. géré. Voilà, c'est ça. Ok. C'est pour ça que l'État ne veut pas réduire ses dépenses. Parce qu'en fait, c'est que des copains, c'est que des réseaux de copains. Conseil constitutionnel, Conseil économique et social, ceci, cela. Enfin, ce qu'a dénoncé Sarah Knafo fort justement, mais pas que elle. Je veux dire, bien avant elle, il y a la Cour des comptes qui a dit mais si on arrête tous ces conseils dans lesquels ce sont des placards où il y a des pantouflards, des gens qui viennent d'une école mais on n'ose plus les virer parce que c'est des potes. En fait, ils ont effectivement des salaires de ministres à ne rien faire. Voilà. Bon, ça, c'est le chapitre méritocratie. Voilà. Alors justement, en parlant de Sarah Knafo, qui est un petit peu la figure qu'on voit le plus pour Reconquête, toi, tu es responsable de Reconquête. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans ce sens? Et avant ça, est-ce que tu étais dans un autre parti? Est-ce que tu viens du RN? Est-ce que tu viens des LR? D'où tu viens? Alors, de par ma tradition familiale, on est quand même plutôt très à gauche. Ou à gauche simplement. Tu es une exception à la règle. Et voilà, donc je suis et je reste antiraciste. Je continue de penser que le racisme est une absurdité et je ne vois rien chez Reconquête qui est raciste, objectivement. Je pense que toutes les critiques de racisme… Par contre, il y a beaucoup on va dire, d'identitaires chez la plupart des partis patriotes et en Europe centrale. Tu penses pas? Je les connais moins bien. Non, ce sont, des partis séparés. Il y a un parti plus à droite que la droite en Tchéquie et qui est peut-être plus identitaire. Après, il faut savoir ce qu'on appelle identitaire. On peut dire en Tchéquie, j'aimerais bien que tous les gens soient blancs. Pourquoi pas s'ils ne chassent pas les autres, s'ils ne commettent pas d'actes illégaux, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Je pense qu'il n'y a rien d'interdit à avoir son opinion. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, non, mais tout à fait. Évidemment, je ne suis pas totalement du même avis, de le même engagement, mais mon avis, c'est qu'ils ont le droit de penser ça. Ils font ce qu'ils veulent. Non, mais je défends l'opinion d'autrui. Je ne suis pas identitaire. Je sais pas ce que tu… Exactement, voilà, j'ai la même démarche. Mais je dis ça parce que ça me fait penser que je suis passé sur la chaîne d'Alex Conversano, il m'avait interviewé. Ouais. Et je sais qu'il y a il y a des gens qui me suivent des réseaux sociaux qui sont aussi de ses soutiens. Donc, et tu as beaucoup de Français, là je te parle des Français, pas juste de la politique locale. Il y a des Français qui sont expatriés en Europe centrale, en Roumanie comme Daniel Conversano, mais aussi en Hongrie, en République tchèque peut-être. Et tu as dit la dernière fois, je crois, quand Sarah Knafo est venue, peut-être qu'elle a découvert, il y en a qui ont découvert cette réunion parce qu'il y avait des réseaux de ces gens-là, on va dire. Exactement. Et donc en fait, l'Europe centrale, c'est une destination privilégiée, on va dire, est-ce qu'on peut dire suprémacistes blancs, ou en tout cas des identitaires, en fait, des gens qui ont envie d'être en Europe aussi. C'est une des raisons aussi de pourquoi tu as envie d'être à Prague plutôt que d'être à Hong Kong. Parce que tu as envie d'être parmi des blancs. Et là, encore une fois, c'est parce que moi je pense, mais je veux bien défendre ce point de vue. Si quelqu'un me dit qu'il a envie d'être à Prague parce qu'il y a plus de blancs, ben, il a le droit. Et moi je le respecte. Voilà. Alors, effectivement, j'ai entendu parler de Conversano, j'ai jamais vu ses vidéos, mais il faudrait que j'en regarde une fois parce que je ne sais pas ce que c'est. Regarde au moins la vidéo où il m'interviewe, comme ça, ça serait intéressant. Voilà. Oui, non, cette histoire suprématiste et tout, je suis pas dans cette optique. Encore une fois, comme on avait commencé par mon parcours politique, donc d'une famille plutôt de gauche, pour moi, les principes de la gauche sont corrects. Il faut que chacun ait selon son mérite, mais je ne suis vraiment pas du tout communiste ni ce genre de choses. Je pense que l'égalité ne doit pas être l'égalitarisme. L'égalité, c'est l'égalité des droits avant tout. Et il faut bien sûr associer un droit à un devoir. Ensuite, j'ai été entrepreneur, donc j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'automobile en tant qu'ingénieur dans différents là aujourd'hui, postes. tu es toujours entrepreneur. Après, oui, dans l'automobile, je n'étais pas entrepreneur. Dans l'automobile, j'étais salarié, j'ai commencé ma carrière là-dedans, après être dans l'ambassade, comme j'ai dit tout à l'heure. Et après, j'ai fait un MBA et là, je suis devenu entrepreneur. Et le fait d'avoir à gérer une équipe, d'avoir affaire avec cette pensée un peu unique, socialisante des Français moyens, en fait, je ne l'accepte pas. Les Français estiment que l'entrepreneur, il doit ramener l'argent, ne doit pas les stresser.
doit les nourrir, doit répondre à toutes leurs questions. Ouais, il doit tout faire. Il doit être un peu infaillible, quoi. Et il est aussi responsable des problèmes. Et ouais, si la société n'a pas le chiffre d'affaires qu'il faut, l'activité qu'on a pris chez le client est trop difficile et qu'il faut travailler plus ou qu'il y a des difficultés inconnues, voilà, enfin non quoi. Ils aimeraient faire 35 heures quoi. Donc pour moi ça a été un choc et je dois dire que ça m'a fait vraiment virer clairement très libéral. Je suis aujourd'hui extrêmement libéral. C'est pour ça que tu es à Reconquête plutôt qu'au RN. Oui, et puis le RN pour moi a effectivement cette teinte un peu raciste quand même. Moi, je le suis RN pas raciste. plus que Reconquête? Ouais, clairement. Ouais. Certains vont dire le contraire. Ah ouais, bah moi je trouve pas. J'ai quasiment jamais rencontré de racistes à Reconquête. Il y en a qui vont te dire que beaucoup de générations identitaires sont, ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes, mais en tout cas des gens identitaires sont plutôt à Reconquête plutôt que le RN, alors que le RN est beaucoup plus antiraciste parce qu'ils mettent en avant des personnalités d'origine africaine, etc. Ouais, beaucoup plus sûr. que Reconquête. Ouais. Bon, en même temps, les deux dirigeants de Reconquête sont des juifs, quoi. Donc bon, j'ai entendu dire qu'il y avait, en France, on a dit que Reconquête d'extrême droite est antisémite. J'ai lu ça. Je me dis, mais les gars, mais vous connaissez rien en fait. Non, si on voit ce que dit Éric Zemmour et Sarah Knafo, il n'y a rien qui puisse inspirer le racisme à mon sens. Après, il faut faire une nuance sur ce qu'on appelle racisme. Et le mot tabou, c'est arabe par exemple. C'est pas parce que je dis le mot arabe que je suis raciste. En fait, musulman par exemple. Ou quand on donne la nationalité des délinquants ou des criminels. Ça, normalement, c'est... Donc ça, c'est des faits. C'est Oui, des ce sont des statistiques, faits. donc c'est pas raciste les Mais statistiques. non, mais justement, c'est ce que tu crois parce qu'en fait, c'est les statistiques avec la nationalité sont visiblement interdites en France. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des... Maintenant, ils utilisent le patronyme pour savoir combien de naissances y a-t-il issus de l'immigration musulmane. Parce qu'ils ont des noms musulmans. Donc Les aujourd'hui... statistiques ethniques sont interdites. Nationalité, Oui. c'est pas interdit, ça. Tu le vois dans le rapport du ministère de l'Intérieur qui dit pas de nationalité, mais par contre, français, ça veut dire français blanc ou français d'origine, etc. Ouais. Oui, d'accord. Ok, il n'y a pas de statistiques ethniques, Ouais, ethnique, alors qu'aux États-Unis, Oui, il y en a. voilà. D'accord. Donc il n'y aura Enfin, pas d'ailleurs, il y aura- quasiment partout dans le monde. Ouais. Ouais. Oui, ben, moi je pense que par exemple la préfète du Rhône, elle a dit il y a 3 semaines, elle a dit dans le département du Rhône, il y a 60% des violences qui sont commises par des Algériens qui ne résident pas avec des documents légaux en France. Ouais, au QTF, Oui, Enfin, non, même ou pas, plus ou moins, même pas de QTF, ça sont simplement juste illégaux, ils ont ont pas eu d'injonction, ils n'ont pas de ouais. permis. Ils n'ont pas de permis de séjour, ça, pas de visa, rien. c'est des statistiques. Et Ça, voilà, ça c'est une statistique. Elle a eu des problèmes? Je ne sais pas si elle a eu des problèmes, mais elle pourrait. En Allemagne, l'AfD, pour avoir dit des choses comme ça, ils ont été classés d'extrême droite. Donc c'est pour ça que je veux dire, à propos du racisme, est-ce que dire ce que vient de dire la préfète a dit il y a quelques semaines, c'est raciste? Moi je pense que non. Et objectivement, il faut défendre l'opinion que non, on a le droit de travailler sur des vraies données. C'est important de se parler entre Français et dans toutes les démocraties sur des vraies données. Le contrôle de l'information et le fait d'avoir trop de tabous ou alors des interdits pour protéger la caste dirigeante, ça c'est dans les régimes autoritaires. Donc ça, il ne faut pas le faire. Et il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont de gauche ou centristes, macronistes ou même de droite, qui pensent que ce qu'a dit la préfète, si moi je le répète, je deviens raciste, mais c'est pas vrai. Je suis, par exemple, Malek Bouti, qui était le dirigeant de SOS Racisme dans les années 80, 90. Aujourd'hui, objectivement, je soumets ces textes de programme avant qu'il entre au PS, il serait classé d'extrême droite, j'en suis sûr et certain. Sûr. Malek Bouti, qui est aujourd'hui élu, il a été élu PS dans l'Essonne, après maintenant il est élu macroniste, enfin il est député quoi. Et franchement... Ça m'intéresse d'avoir ce qu'il disait des années 90. Ce qu'il disait c'est très simple, il faut les taper. Il faut taper il disait qu'il faut taper les criminels, les Arabes. Dans la banlieue, il faut taper sur les Arabes délinquants et criminels. Parce que lui-même, il est de banlieue et il disait j'en ai marre de vivre avec des connards qui pourrissent la vie de moi en premier. Et je connais, j'étais à Villeurbanne dans un lycée qui avait arabe première langue. Moi, j'avais des amis arabes qui me disaient, mon père me dit de voter FN. En ce temps-là, c'était le Front National. Pourquoi? Parce que lui, il voulait de l'ordre. Il disait, moi, je viens de l'Algérie,
je viens pas ici pour vivre dans un bordel où il y a des connards qui font du trafic de drogue devant ma porte. Bien sûr, Donc, ceux qui sont d'origine immigrée et qui ne posent pas de problème, ils font partie aussi des premières victimes de ça parce que ça donne une mauvaise image d'eux. Voilà, Ouais. comme Jordan Bardella et Sarah Knafo qui tous deux viennent d'une banlieue pas du tout riche en fait. Donc moi j'étais à Villeurbanne qui est devenue une ville sensible, mais vraiment quand j'étais petit, je pouvais me promener de partout, je pouvais aller marcher à Vaux-en-Velin partout, j'avais des amis à Vaux-en-Velin. Et comme l'a très bien expliqué Éric Zemmour, en fait ce sont les, et là je vais dire un mot qui va peut-être faire croire que je suis raciste, mais c'est les Arabes qui ont chassé les autres ethnies, les autres ethnies, les Français, mais aussi les Portugais et les Noirs, ils ont chassé de Vaux-en-Velin. Il y a eu des viols, ils les tapaient, ils les menaçaient à l'école. Ils étaient ciblés sur eux, quoi. Ils voulaient les faire chier, mais faire chier jour après jour, de se faire casser la gueule, à un moment donné, les gens ils partent. Okay. Bon, on va rectifier, c'est pas tous les Arabes, mais certains d'entre eux. Voilà. Non, mais c'est toujours cette petite part de petits criminels délinquants qui sont pour des raisons qu'on ne connaît pas bien. C'est peut-être purement de la méchanceté. Voilà. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi un peu d'islamisme, voire beaucoup. Voilà, il y a de la criminalité, parce que maintenant, contrairement à que quand j'étais petit, maintenant, il y a maintenant 100% de la criminalité française, c'est des Nord-Africains. C'est la police qui le dit, ça, c'est pas moi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il y a 30 ans. Malek Bouti, les solutions qu'il proposait, elles étaient bonnes pour faire de la police locale, municipale. Mais aujourd'hui, on est passé au stade supérieur. C'est bien plus sévère. Je le constate, je pense qu'on est tous d'accord, même la gauche et même les macronistes, ils savent très bien que c'est plus compliqué qu'avant, qu'il y a des problèmes. Maintenant, je pense qu'on diverse les solutions. Alors toi, justement, quelles sont tes solutions, en tout cas, pourquoi tu as choisi cet engagement? D'ailleurs, ça fait, donc on a compris que tu venais de la gauche à l'origine, mais depuis combien de temps tu es responsable de Reconquête ici? Parce que là, est-ce que tu l'es depuis 5 ans ou est-ce que tu… Donc en fait, comme je disais, quand j'étais entrepreneur, ça fait maintenant une petite vingtaine d'années, je suis plutôt passé côté LR, voilà. Ouais, logique. Il y avait Vauquier. Comme moi. Ouais. En Rhône-Alpes, et donc j'ai cherché à contribuer à son programme parce qu'à un moment donné, on aurait pu croire qu'il entre en compétition à la présidentielle. Et effectivement, un des chapitres était consacré à le traitement de la question de l'immigration. Aujourd'hui, il est peut-être encore en compétition. Peut-être un peu encore moins de compétition, je ne sais pas. Il a loupé le coche et vraiment, il a été très bête sur ce coup-là. Mais bon, c'est son problème. Donc voilà. Après Vauquier, je suis parti effectivement à Taïwan. Quand je suis revenu ici, moi, le Covid, pour moi, a été un révélateur de la nasse dans laquelle les médias sont tenus. Les médias télévisuels reçoivent quasiment tous de l'argent de l'État. La presse écrite, et je crois que l'État dépense 3 milliards à peu près d'argent pour financer la télé publique et aussi aussi l'AFP, quoi. Et après la presse écrite, je ne le savais pas, mais elle reçoit quasiment 1 milliard de subventions. 1 milliard, ça me semble beaucoup. Mais sous deux formes. L'aide à la distribution du papier, ça c'est quelque chose qui existe, une subvention qui existe depuis longtemps. Mais avec Sarkozy, avec l'arrivée d'Internet, il a eu peur que les journaux français se ferment et que tout le monde regarde Internet pour lire les infos. Donc il a ajouté une nouvelle subvention. Mais cette subvention, au début, elle était de 200 000 €. Simplement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est devenue de 300 millions. Donc le Monde, à lui tout seul, doit recevoir 50 millions d'euros par an de l'État. 50 millions par an pour un journal, même un aussi gros journal que Le Monde, ça représente plus. Si jamais il n'avait plus ça, il ferait faillite, mais dans les 3 secondes, quoi. Donc ça veut dire que Le Monde n'a plus aucune capacité de critiquer l'État. Il n'a plus aucune capacité de dire Macron, il est peut-être marié avec un homme, par exemple. On pourrait rigoler, on pourrait commencer à discuter de ça. Non, ils ne vont jamais faire ça. Tu en veux une autre? Ouais, je vais bien prendre une autre. Et de manière un peu plus sérieuse. Voilà, comme vous voyez, on est en direct enfin pas en direct, mais bon, tranquillement en terrasse. En tout cas, c'est super, je suis super content d'être là. C'est vraiment agréable. Voilà. Alors donc, comment vivent les Français ici? Comment sont les patriotes chez Reconquête? Est-ce que tu fais des… tu as parlé de Taïwan, ensuite ici. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es réintéressé à la politique? C'est la présidentielle, je suppose?
En 2021-2022, est-ce que tu faisais déjà campagne pour Éric Zemmour ici ou c'est plus récent? Non. Je faisais pas, je travaillais à fond. Ça me laissait pas de temps pour. Je lisais. Mais tu étais adhérent déjà ou pas? Oui, j'étais adhérent. Oui. Il y avait des réunions ici pendant les présidentielles? Non, je m'en souviens pas. Il y a eu peut-être un tract, mais j'ai pas été on n'a pas communiqué avec moi en tout cas. D'accord. Et donc depuis combien de temps tu es actif, responsable ici? Oui, ça fait à peu près un an. Un an? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2022, législatives, et en 2024? Il y avait quelque chose là, les législatives ici? En 2024, il y a eu des réunions, il y a eu des... Non, je te dis, je ne suis pas au courant. J'ai pas suivi de choses comme ça. Moi, c'est depuis ça fait à peu près un an, donc septembre 2024. Donc j'ai commencé à rentrer, à contacter tout le monde, à faire une réunion. Sarah Knafo est venue au mois de juin, c'était l'événement un peu agréable qui a permis de réunir Comment ça a démarré? Comment tu es devenu responsable? Ils ont contacté tous les adhérents, ils ont dit qui a envie et tu as répondu? Ou c'est toi qui les as contactés? Non, j'étais adhérent et j'ai échangé des mails avec Romain Boquillon, peut-être avec Nathaniel, je ne me souviens plus très bien, avec l'ancien responsable local qui était parti, je ne me souviens plus très bien comment ça s'est passé. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il n'y avait plus personne en fait. Donc j'ai dit, mais attendez, mais à ce moment-là, je peux m'en occuper, d'essayer de réunir à nouveau les militants et sympathisants. Ah, ok. Donc c'était sur une base volontaire et c'est récent. Donc voilà, je suis vraiment tout neuf. Je suis un œuf de Pâques dans la politique. Même si ça fait longtemps que je m'y intéresse, j'ai jamais voulu m'y investir. Et là, j'ai un peu envie de dire que j'accepte de m'y investir parce que je trouve qu'il y a trop de dérives. Pour moi, la liberté d'expression est vraiment la pire des choses qui est malmenée aujourd'hui. Ah ben, faut que je te présente la Tchèque que j'ai rencontrée ce matin parce qu'elle a une action dans une association pour la liberté d'expression. Ah ben voilà. Bon, bref, c'est parfait. Je t'ai coupé. On peut se parler. Voilà. Après, effectivement, quand je rentre en France, voilà, Villeurbanne, c'est devenu terrible. La sécurité là-bas. Quasiment chaque fois que je rentre à Villeurbanne, si je regarde les réseaux sociaux, je vois un gars avec une Kalachnikov qui vient prendre de l'argent à la tirette, à l'ATM. Mais si. Non. Si. De tes proposés comme ça? Non, il l'envoie sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui prend une photo. Non, mais le problème, c'est que ça a été photographié à 100 mètres du commissariat, quoi, quand même. À Villeurbanne, le gars, il est avec sa Kalachnikov. Ça, c'était il y a peut-être 4 mois. Et j'y suis retourné. Et avant que j'y aille, il y avait un gars qui faisait feu à côté de la Doua, donc à côté de l'université. Il avait un pistolet et il faisait feu sur d'autres personnes. C'était un chicha bar, je sais pas quoi, ça doit être un centre de couverture pour une activité illégale, mais c'était un gang contre un autre, mais quand même. Le gars, il arrive avec un flingue et on le voit sortir en marche arrière en tirant on les voit pas, sur des gens. Et après, il monte sur une trottinette électrique, ça me fait trop rigoler. Il s'échappe tout le temps sur des trottinettes électriques. Ouais. Ça me paraît tellement facile de suivre qui est sur telle trottinette électrique. Ah ben, moi, je vois les mêmes actualités à Marseille. Bon, malheureusement, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, en tout cas, la situation du pays, on est d'accord sur ça. Ouais. Maintenant, à Prague, donc, il y a combien d'adhérents ici, tu sais? Environ une petite quarantaine. D'accord, et après, vous faites des réunions une fois par mois, une fois... Oui, c'est ce que je cherche à mettre en place. Ça marchote. Il n'y a pas forcément autant d'adhérents que je souhaiterais qui sont présents à ces réunions, parce que moi j'aimerais, en réalité, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement prend des décisions qui nous permettraient, qui justifieraient qu'on fasse des manifestations devant l'ambassade. La reconnaissance de la Palestine, ça me paraît super grave, parce qu'en fait c'est plutôt la reconnaissance du Hamas, parce que les Palestiniens, franchement, ils n'ont rien à voir avec l'histoire, quoi. C'est vraiment un prétexte pour les extrémistes d'essayer d'avoir des sympathisants parce qu'en fait, les Palestiniens, c'est bien sympa cette histoire. Ils étaient 2 millions il y a... Pardon, ils étaient 200 000 au moment où Israël a été créé. Maintenant, ils doivent être 4 millions, dont 2 millions en Israël. Et les 2 autres millions, un petit peu à Gaza et dans Cisjordanie et aussi à l'étranger. Mais grosso modo, il faut dire les choses, ils ont une démographie galopante. Israël a une démographie parfaitement plate. Donc
le problème des Palestiniens, c'est avant tout un problème démographique. Pourquoi dans la bande de Gaza, ils sont passés d'une population de rien du tout à une population de folie, quoi. Mais ça va être pareil en France, hein. Je sais, c'est déjà pareil en France. Ouais. En France, il y a 20%, il faut que je relise les stats, mais des gens qui s'appellent Mohamed ou tout ça, représentent entre 20 et 40% de la génération la plus neuve, quoi. Et ça, c'est un vrai problème, cette histoire de grand remplacement. On a souvent dit, j'ai souvent lu dans les médias, c'est une histoire d'extrême droite, c'est faux. Si vous écoutez Erdogan, il en a parlé il y a au moins 10 ans, et il a dit, Turcs en Allemagne, faites des enfants. Et Erdogan, c'est un frère musulman, c'est un extrémiste religieux. Et leur parti, les frères musulmans, il a été inventé au même moment que le fascisme et le communisme, et en début 1900, ils ont inventé cette théorie qui dit qu'ils doivent dominer le monde et qu'ils vont le dominer avec des moyens modernes. Donc moyens modernes, démographie, attentats, guerre civile, rébellion, tout ça, quoi. Oh, ça passe vite. Alors déjà, là, depuis 35 minutes, parlons des consulaires. Alors, engagement, en mai 2026, normalement, peut-être ce sera un petit peu avant ou après, mais normalement, c'est vers le mois de mai. Il y a des élections. Moi, je suis élu pour Hong Kong, je serai candidat à ma réélection. Mais toi, ici, à Prague, est-ce que tu connais les autres élus? Là, il y en a 3. Si tu les connais, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils sont accessibles, pas accessibles? Est-ce qu'ils bossent? C'est quoi ton impression? Et toi, est-ce que tu vas te présenter, quoi? Alors, topo de la situation en République tchèque. Donc oui, parmi les 3, j'en connais 2, peut-être 3. Mais la 3e, je ne sais pas si je la connais et que c'est vraiment elle l'élu. Il y a une femme qui est second représentant des Français de l'étranger. Le premier, je le connais. Ils sont accessibles. Si je leur fais un mail, je pense qu'ils me répondront. Celui qui est le premier représentant, il a son activité professionnelle qui fait qu'il est assez en contact avec les Français localement parce qu'il travaille sur des problématiques de retraite, par exemple, d'assurance sociale, enfin ce genre de choses. C'est son job, donc en fait, il est au courant. Quand tu es dans ce genre de business, c'est assez utile d'être soit élu, soit président d'association. Parce que ça t'aide pour ton business. Voilà, donc c'est ça. Donc il est dans. Mais pourquoi tu parles de premier représentant, deuxième représentant? Parce qu'ils sont en liste, ils sont toujours présentés dans le même ordre. Moi, quand en général, c'est par ordre alphabétique. Alors voilà, d'accord, merci. C'est tout, quoi, voilà. Sauf éventuellement, en premier, on met souvent le président ou la présidente du conseil. Donc s'ils sont 3, on peut mettre le président premier, mais après, deuxième, troisième et 4, 5e, c'est. D'accord, il n'y en a que 3 ici. Ouais, il y en a 3. Normalement, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a que le président. D'accord. Et après le reste. Ok, ça marche. Donc, voilà, donc tu les connais, ils sont accessibles, etc. Bon, mais est-ce qu'ils font le job? C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont là juste là pour répondre passivement quand les gens leur posent des questions? Ou est-ce qu'ils s'expriment? Est-ce qu'ils prennent position? Est-ce qu'ils font de la politique? Alors non, ils ne font pas de politique déjà. Moi, ce qu'on m'a dit sur du tout Non. Ils ne sont même pas exprimés sur les législatives l'année dernière ou sur... Non, rien du tout? J'ai rien entendu, non. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas en privé, mais parce qu'ils sont plutôt macronistes quand même. Ou UMP, on va dire, LR quoi. C'est pareil. Oui, maintenant c'est un peu pareil. Ouais. On a du mal à distinguer PS, Macron, LR. En tout cas, ils travaillent ensemble, ils sont au même gouvernement. Ouais, complètement. Donc voilà. S'ils ne font pas de politique, toi, est-ce que tu vas en faire de la politique? Donc oui, je pense que c'est important d'aider les Français sur la question des bourses, participer à l'éducation, participer au conseil des consulaires, donner son opinion. Mais je pense qu'effectivement qu'il faut repolitiser la France parce qu'en fait, les précédents conseillers des Français de l'étranger sont de ce qu'on appelle l'arc républicain. Moi, clairement, je ne veux pas être de ces partis-là qui ont trahi les Français. C'est-à-dire que les Français, ils ont voté contre le traité constitutionnel. Je ne voterai plus jamais en fait pour des partis comme ça. Je pense que la République, c'est quelque chose d'important. S'il y a un référendum, il faut le respecter. La parole des Français, il faut la respecter. Si on ne la respecte pas, on n'a pas compris la démocratie, on a un manque d'éthique. Et je pense qu'aujourd'hui, la totalité des parlementaires qui sont dans la majorité de cet arc républicain manquent d'éthique et ne méritent pas d'être représentants du peuple. Franchement, ils ne méritent pas. Donc je veux repolitiser la question, je veux dire je suis souverainiste pour Reconquête et il me semble important de mettre en face de leurs responsabilités
y compris les fonctionnaires qui aujourd'hui travaillent à l'ambassade en leur disant « mais tu te rends compte que en finançant avec ton budget culturel que des projets woke qui vont parler de LGBT, qui vont faire croire que le principal problème de la France c'est le LGBT. Attends, mais moi j'ai cru qu'il y avait un ou deux autres problèmes quand même qui étaient autrement plus urgents et avaient un impact important. » Voilà, je pense qu'il faut bien sûr, comme je suis libéral, et c'est le cas de Reconquête, il faut réduire la taille de l'État. Il faut arrêter de financer toutes sortes de n'importe quoi à droite à gauche. Et quand on réduit le périmètre, il faut aussi faire le travail sérieusement. Et faire le travail sérieusement, eh ben, ça veut dire se poser des questions politiques. Quel choix on fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui est politiquement acceptable? Qu'est-ce qui est vraiment la démocratie? Comment est-ce qu'on protège la République? Que ce soit sur la défense. Moi, je pense que le principal axe de progrès, j'ai évolué mon opinion en discutant avec des gens de l'ambassade qui avaient beau être de cet arc républicain, ont mis en avant des arguments très forts pour montrer, et moi je pense qu'ils ont raison, de dire qu'en fait c'est le ministère de la Justice qui est faible en France. Parce que la police, elle va toujours dans les quartiers, elle va toujours arrêter les délinquants, et ils sont relâchés tout de suite. Mais pas que ça. Elle est laxiste, mais pas seulement ça. Les politiques n'aiment pas tant que ça avoir un ministère de la Justice indépendant, parce que sinon il va enquêter sur le financement des partis politiques. Et bon, on a vu ce que ça donne avec Sarkozy. Mitterrand, c'était la même chose, hein, financé par les Algériens. Petit rappel complotiste, vous allez penser que je suis peut-être complotiste, mais il y a des gens de la DGSE à la retraite qui ont conforté une enquête qui a été menée par un journaliste anglais sur un Algérien des services de sûreté qui a donné 18 millions d'euros en liquide dans une valise à Macron quand il est venu les visiter, les Algériens, juste avant sa première élection. Et ce lanceur d'alerte de service de sécurité, il a fui d'Algérie parce qu'il avait peur. Il a été arrêté en Angleterre, mis emprisonné, et il est mort en prison. Pour quelqu'un qui a 35-40 ans, mort en prison d'une crise cardiaque, c'est un peu tôt, je trouve. Il s'est suicidé. Voilà, il s'est suicidé. Donc, je ne dis pas que ça existe, mais je dis qu'il y a eu une enquête, il y a eu des journalistes qui en ont parlé, même Mediapart, qui est quand même vraiment, qui n'est pas du tout dans ma direction politique, mais qui quand même dit des choses intéressantes de temps en temps, ils ont dit que le grand meeting de Bercy de Macron a été payé en liquide. Et normalement, y compris les services de sécurité. Et les services de sécurité, ils ont un syndicat qui les oblige à déclarer quand ils ont des paiements en liquide importants. Et effectivement, ils ont appelé le procureur de la République et ils lui ont fourni les documents qui disaient Macron a payé en liquide tous les services de sécurité pour l'événement de Bercy en 2000. Ça m'étonne quand même. 2000 et des poussières. Et le procureur a estimé que c'était pas gênant. Donc on va, comme pour Balladur, on va découvrir que Macron, il va dire encore qu'il a vendu des t-shirts avec marqué Macron, que c'est comme ça qu'il a réussi à avoir de l'argent pour payer son meeting. Mais il n'y a pas que le meeting, hein. Regardez ce qu'a dit Mediapart à ce moment-là. Enfin, il y a pas mal d'affaires qui passent sous le radar, et c'est ça que je veux dire en termes de liberté d'expression. Les journalistes français, à part les médias indépendants, ont zéro esprit critique, et surtout il ne faut rien dire sur Macron. Et je ne serais pas surpris que les suicides de souverainistes, là, Éric Dénessé, c'est ça? Ouais, de Nessé, je sais pas. Voilà, et quelques autres, y compris la première gilet jaune qui a commencé à enquêter sur Brigitte Macron en disant que c'était un homme. Elle est morte, suicidée, après avoir pris des somnifères et après s'être baignée en plein hiver dans la Manche. Hein, et quand même sa famille a dit non, elle n'était pas du tout dépressive, elle n'aurait jamais pris des somnifères en plein hiver et elle ne se serait pas baignée dans la Manche quand il pleut dehors et que la température de l'eau est à 8 degrés. Quoi. Donc moi je pense que Macron est potentiellement beaucoup plus dangereux que ce qu'on croit, je serais assez heureux qu'il y ait une justice plus forte en France qui vienne arrêter les hommes politiques, y compris s'ils sont en position, y compris s'ils sont en place. Je pense que la protection et l'immunité est parfois trop gênante. Hein. Ça a été le cas avec Chirac, on l'a vu. Mais Chirac, c'était de la rigolade, ce qui vient à comparer de ce dont on parle aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc moi, je pense que l'immunité des politiques ne devrait
devrait pas trop exister. Il faut se reposer la question. Voilà, ça fait partie des thèmes dont il faut discuter. Il faut politiser la France. C'est pas possible d'avoir un seul parti qui est une sorte de bloc pseudo-républicain qui en réalité, moi je le dis, a trahi les Français. Il faut faire venir des nouvelles idées. Il faut les mettre devant leurs responsabilités. Il faut faire avancer le débat démocratique et qu'on ait le droit à nouveau de dire des choses qui peuvent être fausses. Ce que j'ai dit il y a quelques secondes peut être faux, mais si on n'a pas le droit d'en parler, on ne peut pas le savoir. Il faut qu'il y ait des gens qui enquêtent, il y a des gens, des policiers, des agents du ministère de la Justice, c'est leur boulot, quoi. Et y compris, bien sûr, la DGSE, la DGSI, qui eux cachent pas mal de trucs et ça m'agace pas mal, quoi. Ok, très bien. Oh, ça passe vite, ça fait déjà presque 45 minutes. Ouais, merci. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure pour les Français qui habitent ici en République tchèque? Est-ce que tout ce que tu viens de dire, tu penses que ça résonne dans leur tête? Ou est-ce que, tu sais, on peut très bien être un peu pessimiste et dire que tous les Français qui sont ici, ils sont certes un petit peu aisés comme dans le 16e de Paris, mais ils s'en fichent un petit peu, c'est tous des macronistes. Peut-être que ce que tu leur dis, ça ne leur parle pas. Donc qu'est-ce que tu peux leur dire pour leur dire que c'est important? Enfin, quel message tu leur fais passer, quoi? Je dirais, il paraît que le vaccin contre le Covid, alors je dis vaccin entre guillemets parce qu'en fait aux États-Unis ils ont dit que c'était plus un vaccin. Ils ont dit non, en fait ça marche pas du tout. Et ils ont dit il y a beaucoup d'effets secondaires. Mais en France il n'y a toujours pas d'effets secondaires. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il s'est arrêté à la frontière. Les vaccins ils n'ont pas d'effets secondaires en France. Sauf que moi, mon neveu, un de mes neveux, une demi-heure après avoir été vacciné, première injection, il était à l'hosto direct aux urgences, quoi. Et il a une maladie qui n'existe pas, qui n'est pas répertoriée. Une sorte d'attaque des nerfs, enfin un truc trop bizarre. Et il l'a encore, alors que ça fait maintenant 4-5 ans. Voilà, vous êtes peut-être LFiste, macroniste, ça ne vous protège pas des bêtises du gouvernement. Parce qu'il continue de vous prendre votre argent. Comme vous n'avez pas voté pour Trump, il n'y a pas de Trump en Europe, vous n'avez pas de Kennedy, donc vous allez encore avoir des injections de trucs trop bizarres qui ont été développés en urgence et vos enfants seront peut-être beaucoup plus malades que vous. Vous n'aurez pas de retraite ou alors vos enfants n'auront pas de retraite. Enfin, à un moment donné, il faut accepter de dire les choses. Et je ne vous parle même pas de la sécurité dont vous jouissez tous ici à Prague et tout le monde le sait très bien. Quand on est à Prague, on est content d'être à Prague. De la même manière que quand j'étais à Taïwan, on était content d'être à Taïwan. Parce que moi, quand je rentre en France, je ne fais pas le touriste japonais. Hein. Je ne me paye pas des grosses voitures et je fais que les endroits super chics dans les gros restaurants. Moi, je marche à pied dans la ville et je peux vous dire que ça craint énormément Lyon. Et je pense que vous avez la même expérience. Donc, si vous voulez discuter de ça et avancer ces idées vis-à-vis de l'administration, typiquement les affaires étrangères, ou alors les ministres qui sont en tournée de temps en temps, il faut des représentants. Donc, au-delà des activités de représentation et d'aide des Français sur les bourses, sur l'éducation, sur les questions de sécurité sociale et retraite, moi, je veux repolitiser cette question avec vos suggestions, mais je pense qu'il y a pas mal de thèmes et Reconquête, ainsi que d'autres patriotes. Hein, parce que tu vas travailler avec tout le monde. Voilà, exactement. En fait, on a besoin en République tchèque de groupes de patriotes qui travaillent tous ensemble. Exactement. Reconquête, RN, UPR, les patriotes, etc. Toi, tu es prêt à travailler avec tout le monde. Voilà. Absolument. S'il y a des représentants du RN ou d'autres partis ici, en fait, toi, tu es partant pour travailler avec eux, pour discuter avec eux. Absolument. Peut-être même faire une liste commune avec tout le monde. Absolument. Et je pense qu'en France, tout le monde a pu constater, mis à part les dirigeants du RN, que s'il y avait une association entre les souverainistes, Reconquête et le RN, il y aurait probablement aujourd'hui un gouvernement qui serait souverainiste et on n'aurait pas de problème comme on a d'avoir le gouvernement Barnier suivi du gouvernement Bayrou. Toute cette instabilité et cette absence de décision favorable à la France, elle n'existerait pas. On aurait un Parlement qui serait dominé par des patriotes qui prennent des décisions fiscalement et éthiquement en faveur des Français. Donc prenons nos responsabilités, n'ayons pas peur de voter pour quelqu'un qui est étiqueté complotiste, extrême droite. Moi je veux bien qu'on parle de moi dans ces termes dans le média de LFI par exemple, ça ne me dérange pas qu'ils m'appellent comme ça, mais entre nous on sait très bien que c'est faux. Si aujourd'hui il y a des fascistes, c'est-à-dire des gens qui veulent brimer, ostraciser les autres,
c'est pas chez moi qu'on va les trouver, c'est chez les bien-pensants de la pensée unique, woke, qui sont bien représentés chez les islamistes et les filles, et aussi chez les macronistes. Très bien, mais, super intéressant, tellement que j'ai pas vu le temps passer, mais bon voilà, ça tout a été dit. Merci pour tout. Merci Et Marc. ravi de te rencontrer et j'espère Eh ben, revenir très vite. En tout cas, venez à Prague et rencontrer Jean-Frédéric, c'est super agréable. Voilà. eh ben, merci beaucoup. À très vite. C'est un plaisir. Ciao, ciao. Ciao. Super.